La Maison de la culture du Japon à Paris, véritable pont entre les cultures françaises et japonaises. La rencontre entre deux cultures si éloignées donne parfois naissance à des innovations qui changent la face du monde. C'est ce qu'il s'est produit il y a un peu plus de 150 ans. Lors de la rencontre entre Paris et Shibusawa Eiichi, dont l'effigie figurera dès 2024 sur les billets de 10 000 yens, la plus grande valeur en circulation au Japon. Son rôle dans la création de près de 500 entreprises lui a valu le surnom de « père du capitalisme japonais », à l'époque où le Japon abandonnait non sans heurts son système féodal pour se moderniser. L'histoire de Shibusawa bascule lors de sa visite de l'exposition universelle de 1867 en tant que membre de la délégation envoyée à Paris par le shogunat. Sans cette rencontre avec Paris, on peut affirmer que Shibusawa Eiichi ne serait jamais devenu l'homme qu'il a été. Retraçons ensemble le séjour parisien de Shibusawa Eiichi et comment il est lié au développement durable que le monde entier cherche à bâtir. Shibusawa Eiichi est né à Fukaya, dans le département de Saitama, au sein d'une famille d'agriculteurs qui vit de l'élevage de vers à soie et de la pratique de la teinture à l'indigo. À cette époque, le Japon féodal d'Edo, isolationniste, connaît ses dernières heures. La flotte américaine du Commodore Perry force le pays à ouvrir ses ports et commercer avec les États-Unis, bientôt imité par le Royaume-Uni, la France et la Russie. Un temps opposé à la politique du shogunat Tokugawa, le destin de Shibusawa Eiichi va prendre un tour inattendu. Il devient samouraï, vassal du dernier shogun, Tokugawa Yoshinobu. Shibusawa, déjà connu pour son don des affaires grâce à ses succès de jeunesse dans la vente de plants d'indigo, se distingue rapidement par l'efficacité de ses réformes fiscales. En reconnaissance de son talent en matière de finances, il est chargé des comptes de la mission diplomatique dirigée par Tokugawa Akitake, frère cadet de Yoshinobu, envoyé à l'exposition universelle de 1867. La délégation embarque à Yokohama en janvier 1867. Arrivée à Suez, elle prend le train, le canal étant toujours en construction à l'époque, pour arriver à Marseille au mois d'avril. C'est un banquier, Paul Fleury-Hérard, qui les accueille à leur arrivée. Consul général honoraire du Japon, il a 31 ans à l'époque. Shibusawa Eiichi a quant à lui 27 ans, le même âge qu'un certain Claude Monet. Loin d'être anodine, cette rencontre entre les deux jeunes hommes va devenir un moteur de la modernisation de l'économie japonaise. À leur arrivée à Paris, Tokugawa Akitake et sa délégation sont émerveillés par le niveau de développement de la ville, loin de la réalité du Japon. Ils séjournent au Grand Hôtel à côté de l'Opéra qui était en construction à l'époque. Au mois de juin, Shibusawa Eiichi se rend enfin à l'exposition universelle. Il s'agit de l'exposition universelle inaugurée par Napoléon III en 1867. Elle se tient sur le Champ de Mars, autrefois dédié aux parades militaires, là où sera dressée par la suite la Tour Eiffel, où un immense pavillon ovoïde a été construit pour l'occasion. Plus de 50 000 exposants venus de 42 pays exposent, entre autres, leurs produits de pointe et leur culture. 15 millions de personnes visiteront l'exposition. Les Français sont subjugués par la splendeur de l'artisanat japonais exposé. Ce fut leur première rencontre avec la culture japonaise, rencontre qui mènera plus tard à l'engouement pour le japonisme. De son côté, Shibusawa est surpris par la puissance de la civilisation occidentale.
ses ascenseurs, ses moteurs à vapeur. La France de l'époque vit sous le règne de Napoléon III. À l'époque, ce dernier croit en un idéal de développement économique basé sur une industrie selon l'idéologie du saint-simonisme. Le professeur Kashima Shigeru est un littéraire. Il fait des recherches sur le saint-simonisme et Shibusawa Eiichi. Selon le saint-simonisme, seules les personnes qui fabriquent des choses ou sont impliquées dans le commerce ou les affaires sont importantes. On n'a donc pas vraiment besoin de ceux qui ne produisent pas, tels que les rois, les aristocrates ou les fonctionnaires. L'idée est que ce sont ces derniers qui dominent la société, alors que ce sont ceux qui sont impliqués dans les affaires qui devraient la dominer. Si la production devient l'objectif principal, elle ne suffit pas pour autant à faire bouger le monde. La distribution et la circulation, soit les gens, les choses et l'argent, jouent un rôle capital. Une autre idée du saint-simonisme est que des événements comme l'exposition universelle contribuent à faire bouger les idées. Appelé l'empereur de l'industrie, Napoléon III prononça le discours suivant lors de la cérémonie de remise des prix de l'exposition. En effet, dans ces grandes réunions qui paraissent n'avoir pour objet que des intérêts matériels, c'est toujours une pensée morale qui se dégage du concours des intelligences, pensée de concorde et de civilisation. Les nations, en se rapprochant, apprennent à se connaître et à s'estimer. Les haines s'éteignent et cette vérité s'accrédite de plus en plus que la prospérité de chaque pays contribue à la prospérité de tous. Shibusawa Eiichi écrira plus tard qu'il avait été impressionné par ce discours. Le discours passionné de Napoléon III a résonné en moi. Sa logique, son éloquence, sa prestance, tout en lui m'a impressionné. Ces mots m'ont également permis de mieux saisir l'ampleur des ambitions qu'il nourrissait pour son pays. Comment le Japon pourrait-il produire une telle richesse ? À Paris, Shibusawa apprend avec Fleury et Érard comment le marché boursier et les banques qui rassemblent le pouvoir des secteurs privés sont structurés. Voici Shibusawa Ken, l'arrière-arrière-petit-fils de Shibusawa Eiichi et président de Commons Asset Management Inc. Il a d'abord découvert le concept de la banque. L'argent est collecté auprès de nombreux déposants, puis utilisé pour les affaires. Après cela, Shibusawa Eiichi est retourné au Japon. On est en 1873 et il crée la Daiichi Kokuritsu Ginko, la première banque nationale du pays. La banque, pour les Japonais de l'époque, c'était un peu comme les start-up aujourd'hui. Shibusawa Eiichi a utilisé un exemple qui est celui des gouttes qui se rassemblent pour former une rivière. Chaque goutte prise séparément n'est pas très puissante, mais si toutes ces gouttes se rassemblent dans une banque, elles commenceront à couler et à former une rivière. Il a réalisé qu'il y avait là une force qui pouvait faire avancer le développement de la société. Shibusawa Eiichi a lui-même acheté des obligations françaises et investi dans des actions et des obligations ferroviaires. On dit qu'à son retour au Japon, il a réalisé un bénéfice de près de 600 yens, une somme considérable à l'époque. Il n'a pas seulement vu qu'il était possible de réaliser un immense réseau ferroviaire en permettant à n'importe qui d'investir dans des actions, mais il a aussi fait la précieuse expérience de pouvoir conserver une partie du bénéfice. En fait, au cours de son voyage pour Paris, Shibusawa voit les travaux de construction du canal de Suez et est impressionné. Ce n'était pas l'État, mais une entreprise privée qui réalisait ce chantier monumental.
Une entreprise française creuse le canal de Suez. On voit de nombreuses tentes et des hommes transporter de la terre et du sable. J'admire ces Occidentaux qui mettent en œuvre un plan aussi ambitieux, un plan qui transcende la nation et profitera à toute l'humanité et pas seulement à un seul individu. Je pense qu'il a vraiment dû être surpris lorsqu'il s'agit de l'intérêt public et pas de celui d'une entreprise privée. Je pense qu'il est normal, surtout à l'époque, de penser que c'est à l'État de s'en occuper. Cependant, même du point de vue du secteur privé, il est possible de penser à la prospérité nationale, de partager le capital et de réaliser ainsi de grandes affaires. Le capitalisme, qui a réveillé Shibusawa Eiichi, n'est pas seulement pour certaines personnes soi-disant capitalistes, mais pour que chaque goutte d'eau se rassemble et crée une grande rivière qui construira un avenir meilleur. Traduit en langage courant, je pense que chacune de ces gouttes représente le capitalisme participatif et que, par conséquent, le capitalisme participatif est à l'origine du capitalisme actuel au Japon. De retour au Japon, Shibusawa Eiichi a jeté les bases du système économique du Japon moderne au ministère des Finances avant de démissionner de son poste de fonctionnaire à 33 ans. Il participera ensuite à la création de près de 500 entreprises. En plus d'être le président de la toute première banque nationale, il s'impliquera dans un large éventail de domaines comme le premier groupe d'assurance vie qu'est Sompo Japan, l'acier représenté par Nippon Steel, des entreprises de béton, de filature, des sociétés commerciales et même de fabrication de bière. Ma vision de l'entreprise est que ses bénéfices ne profitent pas qu'à un seul individu, mais plutôt au maximum à la société entière. Je crois qu'à l'origine, on ne naît pas seulement pour soi-même, mais on a aussi le devoir de faire quelque chose pour la société. Une autre expérience vécue à Paris est gravée dans le cœur de Shibusawa Eiichi. C'est sa visite au tombeau de Napoléon Ier, soit sa visite aux Invalides. Bien sûr, il est frappé par le magnifique mausolée, mais c'est surtout le bâtiment à côté, là où le gouvernement prenait soin des anciens combattants handicapés, qui le marque. Il y avait plusieurs maisons à côté du tombeau et elles étaient habitées par des anciens soldats grièvement blessés pendant la guerre. Il semblait que de nombreux gardiens étaient aussi d'anciens soldats qui avaient été plus légèrement blessés. Shibusawa Eiichi est impressionné par le système de sécurité sociale français. Il réalise qu'en respectant la vie de chacun et en établissant un système de protection sociale, il est possible d'enrichir la nation en toute sérénité. Il dirigera plus tard un hospice et en tant que président de société, essaiera pendant de longues années d'améliorer leur bien-être. Il ne fera pas que protéger les enfants. Il construira aussi un système durable qui permettra à ceux-ci d'aller à l'école et de créer de nouveaux emplois. D'un point de vue humanitaire et économique, on se doit de sauver les plus vulnérables. Néanmoins, je veux, dans la mesure du possible, éviter de les protéger directement et plutôt prendre des mesures qui permettront de prévenir la pauvreté.
Au cours de sa vie, Shibusawa Eiichi s'est impliqué dans plus de 600 projets, aussi bien dans l'éducation que la santé publique. Là aussi, c'est son expérience à Paris qui est à l'origine de ses idées. Je pense que Shibusawa Eiichi s'est promené dans la ville de Paris et qu'il a vu que tout n'était pas que richesse et qu'il y avait aussi des gens vulnérables. Il disait que si l'enrichissement de la société signifiait que même si certains en profitent et deviennent riches et d'autres sont laissés pour compte, eh bien dans ce cas, le bonheur de ces quelques personnes ne durera pas. Peu importe le milieu dans lequel on est, même si on est considéré comme appartenant à la catégorie des personnes vulnérables, on peut participer à la société si on utilise pleinement ses talents, ses capacités et son potentiel. Ça, c'est une société juste et équitable. Les résultats peuvent ne pas être les mêmes, mais les chances sont égales. En 2015, les Nations Unies ont défini des cibles communes pour l'humanité, les objectifs de développement durable. On dit que l'idée fait écho à celle de Shibusawa Eiichi qui dit que personne ne sera laissé pour compte. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui souffre des excès du capitalisme participatif qui est devenu un énorme problème entraînant un creusement des inégalités et une crise climatique. Shibusawa Eiichi a lancé la théorie de l'union entre l'économie et la morale, qui dit que la morale et l'économie sont compatibles. Cette idée, qui se retrouve aujourd'hui dans le capitalisme participatif et le capitalisme éthique, attire également l'attention du monde des affaires d'aujourd'hui. Je pense que ce dont parlait Shibusawa Eiichi en langage d'aujourd'hui, c'est de la durabilité. Il existe une société durable grâce à l'inclusion et la société inclusive. Moi, je pense qu'il y a 100, 150 ans de ça, c'est ce qu'il voulait dire dans le contexte linguistique de l'époque. Il reste de précieux extraits de la voix de Shibusawa Eiichi. Shibusawa Eiichi, dont l'effigie va orner les billets de banque japonais, et sa rencontre inattendue avec Paris. La Maison de la Culture du Japon à Paris se trouve en bord de Seine, près du Champ de Mars, là où Shibusawa Eiichi a autrefois visité le site de l'exposition universelle. « 2024 marque l'année où Shibusawa Eiichi figurera sur les billets de banque de 10 000 yens. C'est aussi une année olympique et paralympique où les regards du monde entier seront tournés vers Paris et ses Jeux. La Maison de la Culture du Japon à Paris, ce pont qui connecte les cultures françaises et japonaises, poursuit ses activités avec en tête toujours l'idée de construire collectivement un futur durable. La deuxième partie de cette série est sur les objectifs de développement durable sur lesquels travaillent les entreprises japonaises qui ont hérité de l'esprit de Shibusawa Eiichi.